Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Super Potion, l'émission consacrée aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson alcoolisée. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds, une agence spécialisée dans la boisson spiritueuse et le bien boire. Mon travail consiste à accompagner les brasseries et distilleries dans leur stratégie de communication, dans le but d'optimiser leurs ventes et leur engagement client. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Aujourd'hui, je reçois Cédric et Thibaut de la brasserie 1989. Donc, bonjour à vous deux. Salut. Hello. Nous allons parler de stratégie communication dans ce deuxième épisode et en l'occurrence de la partie naming, c'est-à-dire comment trouver un bon nom pour sa boîte, ses produits, son URL, etc. Alors, avant d'entamer le super quiz, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui est 1989 ? Oui, en fait, 1989, écoute, c'est une société de brasserie artisanale de craft beer, comme on peut dire, qu'on a créée à trois. Donc, en fait, Cédric et moi, on est aussi associés avec un autre qui s'appelle Thibaut. Comme ça, il y a deux Thibaut d'entreprise, c'est assez facile pour nous distinguer. Et on s'est lancé en fin d'année dernière. D'accord. Et donc voilà, après nous, on a tout un univers graphique justement autour de cette année-là, dont on va parler dans ce podcast. Voilà, encore un univers très graphique. Voilà, on est très sur la culture pop, assez punchy, et on essaye de faire des bières qui ressemblent beaucoup à cet univers-là. Des bières, évidemment, pour l'instant c'est l'été, donc c'est des bières assez fruitées, très rafraîchissantes. Mais voilà, tout un univers dans lequel on invite nos consommateurs à nous rejoindre. Ok, d'accord. Et c'est des bières canettes, c'est des bières bouteilles Oui, en fait, c'est des bières canettes. On va en parler en fait au cours de l'émission. On a changé pas mal de choses. Avant, ça s'appelait pas 1989, on n'était pas en canette. Mais okay. À partir du moment où on a refondé la marque, et donc on s'est arrêté sur ce nom-là, on a décidé de faire de la canette pour plusieurs raisons. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On veut rester full canette. Ça a été vraiment une stratégie aussi de différenciation parce qu'il y en a pas encore non plus énormément sur le marché français du côté de la craft. Pour le style de bière qu'on souhaite faire, c'est quand même aussi vachement mieux en termes de consommation, en termes de garde, pour éviter que justement les bières en fait soient rapidement périssables. Ouais, exactement. Puis au-delà de ça, voilà, c'est vraiment quelque chose par rapport à tout l'univers craft qu'on suit beaucoup, notamment toutes les brasseries craft anglo-saxonnes, scandinaves, qui sont beaucoup à ce format-là. Donc, comme Thibaut l'a dit, il y a le format, tous les aspects pratiques de conservation et de transport, mais également, évidemment, l'aspect graphique de la canette qui était important pour nous, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Moi qui vis en Australie en ce moment, c'est vraiment des murs de canettes dans les bottle stores. C'est impressionnant et on dirait que c'est un peu les nouveaux vinyles. On a l'impression de rentrer chez un marchand de disques, chez un disquaire, tellement c'est graphique et ça donne envie d'acheter même si on connaît pas les bières, on a envie de tout collectionner à la maison. Ouais, c'est vraiment au-delà de l'achat de bière, c'est vraiment un achat d'objets, je trouve. Maintenant, surtout, comme tu dis, quand on rentre dans les caves à bière, les beer stores, t'as tout cet univers, on a l'impression de rentrer dans une caverne de joyaux, quoi. Mais oui, je pense qu'au-delà de la bière, il y a vraiment l'aspect objet, en fait, design. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes en collection qui sont chez moi. Ouais, moi, j'en ai plein sur mon étagère. Je dois en avoir une vingtaine. C'est ma nouvelle bibliothèque en ce moment. Donc, ok. Alors, on va attaquer le super quiz. Je vous rappelle un peu le principe qui est on ne peut plus simple, c'est de répondre le plus vite possible en choisissant une seule réponse. Est-ce que vous êtes prêts ? Ça marche. On est prêts. Ouais. Paris ou province ? Paris. Ah, c'est dur. Allez, Paris aussi. Bière stout ou NEIPA ? NEIPA. Stout. Vin ou spiritueux ? Spiritueux. Spiritueux. Attention, là ça devient un peu plus 80-90. Club Dorothée ou Minicum ? Minicum. Club Dorothée. Zelda ou Mario Kart ? Zelda. Mario Kart. Terminator ou Kickboxer ? Terminator. Analogique ou digital ?
Digital. Digital aussi, ouais. Daft Punk ou Justice? Daft Punk. Et Justice. IAM ou NTM? NTM. Ah, vous êtes vraiment complémentaires. Hein. Comme la première émission, là, vous faites à chaque fois. On tient à préciser aux auditeurs que ce n'est pas préparé du tout. Voilà. Drinkless ou Drink Better? Drink Better. Drink Better, ouais, clairement. Batman en dessin animé ou Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman? Batman. C'est Clark. Et pour finir, Nintendo ou Sega? Sega. Sega? Ah ouais. Ouais. J'aurais pensé que 90% des gens disent Nintendo, mais ok. Ouais, c'est la première, je peux pas lui faire d'ombre. Moi, j'ai grandi avec ça aussi. Enfin, j'avais les deux, mais je me souviens d'énormes jeux sur Sega qui étaient vraiment, qui ont bercé ma jeunesse. C'était énorme. Ouais, c'était bien. Et puis il y avait un jeu intégré dans la console. Moi, j'avais Alex Kidd, il me semble. Ah non, je l'avais pas celui-ci, moi. Non plus. Street Fighter et compagnie, et Goldorak. Ouais. Bon, alors c'était un deuxième super quiz. Du coup, maintenant on va entamer le thème de l'émission, donc sur le naming. Alors la première impression laissée par votre nom de marque ou de société est vraiment cruciale. Votre nom laisse transparaître qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Mais la question primordiale, c'est vraiment le pourquoi. Pourquoi les gens devraient s'intéresser à votre marque? Qu'est-ce qui vous différencie des autres et quelles sont vos valeurs? Donc, tout au long de ce podcast, nous allons nous intéresser à comment on crée cette culture de marque. Selon Forrester Research, une société indépendante américaine, 50% de chaque décision d'achat est motivée par l'émotion. Donc, c'est vraiment énorme. 50% de chaque décision d'achat est motivée par l'émotion. Et ce, quel que soit le secteur d'activité. On peut donc en déduire que le choix d'un bon nom est tout simplement indispensable à une bonne stratégie marketing et communication. Alors, qu'en est-il de votre côté, 1989 ou 1989 comment vous en êtes venu à trouver ce nom-là? En fait, pour arriver à 1989, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la base, on s'appelait pas du tout comme ça. On avait des projets qui étaient un peu disparates entre l'autre Thibaut, Cédric et moi-même. On a décidé de faire un projet commun et en fait, on a voulu remettre à plat le nom et l'univers visuel, surtout l'univers visuel. Donc, on a commencé en fait à réunir des gens qui étaient axés communication, marketing, stratégie visuelle, en faisant des ateliers pour essayer de challenger un petit peu ce qu'on avait, parce qu'à la base, c'était pas du tout un univers années 90 qui surfait sur des couleurs vraiment électriques et pop culture. On avait quelque chose qui était beaucoup plus monochrome, avec un nom qui s'appelait en fait Norsa, qui était la contraction de Normandie sauvage. Et en fait, on avait un logo qui était calqué sur cet univers qui était très justement brasserie artisanale, un petit peu plus à l'ancienne. Enfin, c'est la vision que j'en ai. Okay. Et du coup, en fait, le logo, c'était une tête de lion de profil complètement vectorisée avec un corps de poisson. Et on s'est dit, bon, on va essayer de revoir ça parce que pour l'instant, en fait, rien n'est arrêté. On débute. C'est le moment, en fait, de tout remettre à plat. Et on est ressorti de ces ateliers, non pas en challengeant en fait le visuel, mais en se disant, en fait, il faut repartir complètement de zéro, il faut tout repenser. Et en fait, grand bien nous a fait parce qu'on en est arrivé aujourd'hui à un début en fait qui nous paraît être sympa, qui du coup se retranscrit à travers la marque 1989 avec un univers qui est pop culture, qui est axé sur des couleurs très flashy, qui est un peu néo-rétro. Et en fait, tu le disais. On a pu commencer à le vérifier sur le fait que les gens fonctionnent vraiment aussi à l'impulsion. On a beaucoup de personnes qui nous ont déjà dit j'ai acheté une de vos bières parce qu'en fait 1989 c'est ma décennie de naissance, ou alors ça me rappelle effectivement tout l'univers de mon enfance. Et en fait ça, je trouve que c'est vraiment un achat qui est basé sur effectivement la bière, la craft beer, j'aime ça, mais aussi sur l'affectif, sur l'émotionnel. Ouais, c'est le top point, l'émotionnel. Et du coup, vous dites 1989 ou 1989? On dit plutôt 1989. Ok. En fait, c'est un peu à l'anglaise où ils disent 1989, mais là, on peut faire 1989. Après, les deux se disent, il n'y a pas trop de problème. On va prendre les gens parce qu'ils disent 1989, mais si tu me poses la question, je vais dire naturellement 1989. Ok, d'accord. Et du coup, ça correspond à votre année de naissance à tous les trois? Exactement, on est tous les trois de 1989, et au moment où on a dû remettre à plat en fait tout l'univers graphique et sa cohérence, on s'est dit mais en fait il faut qu'on raconte notre propre histoire,
Et la propre histoire qu'on a en commun, c'est d'une part notre année de naissance et c'est cet univers qui nous plaît tant, l'année pop culture, fin 80, début 90. Tu nous parlais dans le quiz de la Nintendo ou de la Sega. En fait, tout ça, ça a bercé notre jeunesse. Donc, en fait, on s'est vraiment axé là-dessus et on a essayé de développer quelque chose. D'une part, le nom de la marque, forcément, les couleurs et après toute la déclinaison qu'on aura le temps d'évoquer sur le nom des bières, sur ce qui va arriver après et sur les jeux de mots qu'on peut en faire. Et du coup, vous avez réfléchi à votre clientèle avant de réfléchir à vous, avant ou après, on va dire. Mais en tout cas, est-ce que vous avez bien réfléchi à votre cible? Ouais, en fait, la cible client, on l'a intégrée au moment où on était en train de construire justement cet univers graphique. On s'est dit, dans tous les cas, on est en train de faire de la craft. Enfin, en tout cas, la première bière qu'on a sortie, la Easy Pale Ale, ça reste une craft beer. On peut pas s'en dépatouiller et c'est vraiment le cœur de cible. On veut attirer les amoureux de la bière, les beer geeks, pour ne pas être péjoratif, mais on va aller au-delà. En allant au-delà, on veut aussi faire une bière qui plaise à tout le monde. Alors, quand je dis à tout le monde, parfois quand on s'adresse à trop de gens, on s'adresse à personne. On va quand même réduire un peu le champ parce que forcément, de par l'année de naissance, on voudrait se focaliser sur des personnes qui ont une tranche d'âge qui va de 25-28 à 35-40 ans. Et surtout, on veut essayer de ne pas se limiter qu'aux hommes. On veut aussi vraiment s'ouvrir pour avoir des bières qui soient unisexes. Et c'est pour ça qu'on a créé un univers color qui est très électrique avec des tons qui vont du bleu au rose-violet en passant par le jaune pétant sur le logo. Ouais, j'ai bien vu ça. Et ouais, du coup, avec des couleurs un peu flashy comme ça et un petit peu rose, entre guillemets, sans rentrer dans les clichés, mais ça peut peut-être aussi plaire aux filles, aux femmes. Ouais, mais complètement. C'est une question qu'on s'est posée. On s'est dit que forcément, au-delà de la bière qu'on allait proposer, on voulait aussi avoir une identité visuelle et une marque assez forte qui puisse plaire à ces personnes-là. Après, on a choisi aussi de faire un style qui était assez fruité pour vraiment appuyer la marque qu'on voulait développer. Et puis vraiment, en gardant ça en tête, on essaye de rester sur le fait qu'on veut vraiment une bière pour tout le monde. Donc c'est vrai que nous, on est pas mal, notamment sur Paris, on fréquente des milieux un peu connaisseurs, en fait, entre guillemets, de bière. Mais on trouve ça dommage, en fait, qu'il y ait plein de personnes qui connaissent pas vraiment voilà, des pale ale, des NEPA, des bières très fruitées qui sont super bonnes. Et donc il y a ce côté vraiment didactique, faire connaître la bière qui est meilleure à pas mal de monde. Ça passe par ça. C'est également quelque chose qu'on a sur le format canette où vraiment on essaye de communiquer là-dessus pour expliquer aux personnes les avantages de ce format. Et du coup, est-ce que vous avez, quelle méthode vous avez utilisée pour trouver votre nom? Alors, on est vraiment passé par différentes étapes. Donc, on a tout simplement, on a commencé à se poser beaucoup de questions sur les méthodes. On s'est beaucoup entouré. Donc, on a la chance d'avoir pas mal de contacts qui étaient super intéressés, super sympas pour nous aider à faire cette recherche. Et donc, vraiment, la phase finale de recherche de nom, donc c'est notamment ma cousine qui nous a aidés, donc qui est directrice artistique, donc elle connaissait un petit peu, et on a en fait créé des mood boards. Donc vraiment, avant d'avoir le nom, on a créé des mood boards avec les différents univers sur lesquels on travaillait. Donc il y en avait 3, il y avait l'univers gustatif, l'univers le message d'identité qu'on voulait donner, et l'univers visuel, la couleur. Et donc en fait, à partir de ces 3 mood boards, on a associé des mots, donc des mots clés sur lesquels on voulait travailler. Et l'un de ces mots clés en fait était 1989. Et en fait, au début, c'est un peu parti, je dirais pas en blague, mais on s'est dit, bon, on n'a qu'à prendre ça, c'est simple, c'est notre année de naissance. Et en fait, je pense que ça nous est resté en tête. Et quand on a commencé à le tester un petit peu, même de notre côté, en fait, c'était cohérent à chaque fois. On revenait toujours au même résultat et c'était limpide. Donc, on l'a trouvé, je dirais peut-être pas quand même par hasard, mais c'était le fruit d'une bonne recherche. Mais ça s'est fait vraiment naturellement. Et comme tu disais au début, Ludovic, quand on a commencé à le tester, il fallait que ce soit quelque chose qui soit assez court, qui soit évocateur, qui rappelle beaucoup de choses aussi aux consommateurs, et ça a vraiment été le cas. Ouais, c'est parfait. Ça, moi, ça m'a bien tilté, et ça fait aussi
un lien direct avec mon année de naissance qui est en 86. Du coup, c'est à 3 ans près, mais en tout cas, on s'y retrouve en fait, et c'est pour ça que je vous ai contacté aussi. Et du coup, que pensent vos amis et vos clients de ce nom-là? Vous avez des retours? Oui, on commence à avoir des retours. De façon générale, il est quand même super positif. Parce que je dirais que le mouvement de la craft, je vais pas extrapoler, mais il est quand même pas mal basé sur une tranche d'âge qui se trouve entre la fin de la vingtaine et la trentaine. Ce qui veut dire que beaucoup de gens en fait qui apprécient beaucoup la craft, mais il y en a d'autres forcément, mais pas mal d'entre eux se trouvent sur une décennie qui est autour de la trentaine, donc du coup dans les années 80, donc ça fait beaucoup écho par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand j'étais allé voir un caviste pour lui proposer cette bière en tant qu'échantillon, il m'avait dit « Ah, mais oui, mais moi, c'est mon année de naissance. Enfin, pareil, à 3 ans près. Ça me rappelle énormément de souvenirs. » Ah, bah, carrément. Et en fait, il y a déjà un échange positif qui est en train de se construire et le mindset de cette personne-là, déjà, en fait, il est tourné du côté positif en se disant « Mais il a un a priori, du coup, qui est parfait. » En se disant « Bah, quand il va la goûter… je dirais que il n'a pas forcément la même approche que une bière qui avec un nom qui sera pas évocateur pour lui. Donc les retours qu'on a pour le moment, ils sont plutôt positifs. On a eu aussi des retours en nous disant, bah écoute, 1989, ça fait aussi un peu 1664. Vous n'avez pas là trop peur que ce soit un nom justement d'une grande brasserie. Sinon, pas du tout, parce qu'en fait, l'univers qui est collé à ça est complètement différent. On était obligé d'y penser au moment où on s'est arrêté sur 1989, mais pour le coup, c'est vraiment pas non plus la comparaison qui est venue dès le début. Et à la limite, quand on nous en parle, déjà, il y a très peu de personnes qui nous font ce retour-là, mais bon, on l'a déjà eu quand même. On se dit non, mais de toute façon, effectivement, c'est tellement différent que c'est pas évocateur pour les gens. Ouais, c'est sûr. On va pas s'associer à cette marque-là. Effectivement, c'est un emblème industriel, donc c'est pas très grave. Et du coup, en termes de méthode, j'en ai quelques-unes et je voulais faire un test avec votre nom. Par exemple, il y a une méthode qui a été fondée par Alexandra Watkins, qui est l'auteur du livre Hello, My Name is Awesome. Donc c'est typiquement du naming. Et elle a élaboré un test qui s'appelle le Smile et Scratch Test. Alors, c'est des acronymes. Smile, ça va être le côté, on va dire les qualités, et Scratch, ça va être ce qu'il faut éviter. Smile, ça signifie suggestive, memorable, imagery, legs et emotional. Et Scratch, ça veut dire spelling, copycat, restrictive, annoying, tame, curse of knowledge, hard to pronounce. En français, les qualités, ça sera d'être évocateur, mémorable, créatif, pérenne, émotionnel. Et les choses à éviter, c'est le challenge orthographique, l'imitation, être trop restrictif, être agaçant, insipide, la malédiction de la connaissance, c'est-à-dire le nom qui parle qu'aux initiés ou que à ceux qui sont dans le milieu, et difficile à prononcer. Donc du coup, c'est un test assez top à faire avec tous les mots-clés ou tous les noms qui sont dans la liste finale quand on est en train de choisir son nom. Et du coup, j'ai voulu le faire avec vous, avec 1989. Et pour moi, il passe le test. Alors, évocateur, donc votre nom suggère quelque chose à propos de votre marque. Bon, bah, totalement. Mémorable, votre nom crée une association avec quelque chose de familier. Voilà, typiquement les années 80-90. Créatif, votre nom reste en tête grâce à l'imagination, à la création d'images cérébrales. Donc bah, là, il y a tout l'univers qui va avec. Pérenne, votre nom doit s'ancrer dans son thème pendant une très longue durée. Bon, bah, je pense qu'une date en termes de durée et d'être pérenne, ça va, c'est bon. Émotionnel, votre nom a la capacité d'atteindre les gens, voire de les changer. Alors les changer peut-être pas, en tout cas les atteindre oui typiquement, puisque ils vont se rattacher à leur enfance et avec le entre guillemets avant c'était mieux. Et puis pour les choses à éviter, challenge orthographique, bon bah là je pense qu'on est bon, on est sur des chiffres, il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de faute d'orthographe. L'imitation, votre nom ressemble à celui de votre concurrent. Alors
Bon, on va dire qu'on peut enlever peut-être ce point si on se base sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure, sur 1664. Après, encore une fois, c'est chacun sa manière de voir les choses. Moi, j'y ai même pas pensé et certains vous l'ont dit. Donc ça, on va dire que c'est moitié-moitié. Restrictif, votre nom limite une possible croissance ou expansion. Bon, bah non, avec une date, je pense que c'est bon, hein. Agaçant, votre nom est pompeux, hautain, voire frustre les consommateurs. Je pense pas du tout. Insipide, un nom qui paraît plat, trop descriptif ou sans inspiration. Alors peut-être que des gens peuvent dire ils n'ont pas eu d'inspiration, ils ont juste pris leur date de naissance. Bon, ok, mais moi je pense que ça passe. Malédiction de la connaissance, c'est-à-dire ça parle qu'aux initiés. Non, je pense pas. Même pour quelqu'un qui est né en 1930, voilà, c'est pas très grave. Et difficile à prononcer. Bon, bah, on disait tout à l'heure, 1989 ou 1989. Dans tous les cas, un enfant de 4 ans peut prononcer votre ton de marque. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, vous passez le test. C'est notre prochain cœur d'or cible, les enfants de 4 ans. Ouais. Ça risque d'être un peu jeune. Donc, ouais, de manière globale, je pense que un nom doit ressembler à un mot réel, il doit être facile à prononcer et facile à écrire. Là, avec une date, vous en êtes bien sorti, donc félicitations. Votre nom passe le test. Top. Et du coup, je voulais juste ajouter quelque chose. Vous parliez juste avant de votre ancien nom. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'était ? Oui, vas-y, Cédric, c'est en partie lui qui l'avait créé, donc. Voilà. Donc non, en fait, à la base, donc avec donc l'autre Thibaut, on brassait en fait en amateur, donc ça fait à peu près 4 ans. Et donc on avait commencé à distribuer un peu des bières. Au début, c'était à des amis, puis on s'est dit ce serait quand même sympa d'avoir une étiquette. Et on s'était dit on va essayer de créer une petite marque. Et on cherchait vraiment autour on vient tous les 3 de Normandie. On cherchait autour de ça, et donc c'est voilà le côté Normandie sauvage. C'était pas forcément le thème qu'on voulait, mais ça faisait Norsa en contraction, donc c'était assez sympa. Et donc voilà, en fait, on a développé ce nom-là, mais c'était très associé à du artisanal, régional. Donc ça limitait sur beaucoup de choses, et surtout en fait, quand on voulait le faire évoluer par la suite, quand le projet commençait à être plus sérieux. On s'est rendu compte qu'on se limitait beaucoup, en fait, que certaines choses qu'on voulait faire, c'était pas cohérent par rapport à ce nom-là, par rapport à cet univers. Et en fait, à la fin, c'est devenu évident qu'il fallait tout remettre à plat, quoi. Il fallait changer. Ouais, c'est sûr que Norsa, c'est sur quoi je voulais revenir, c'est que les noms inventés, c'est souvent qui tout double, en fait. C'est parce que ils ont la plupart du temps aucune signification pour le client final. C'est vraiment, on va dire, une private joke ou quelque chose, voilà, que les gens connaissent pas. Donc, totalement, ouais. Ça, il va y avoir beaucoup de travail en plus pour faire adopter ça auprès de votre cible. Et effectivement, Norsa ou 1989, pour moi, il y a pas photo. Il y a pas photo. Ah ouais, non, vraiment. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'en fait, les personnes à qui on disait Norsa et qu'on expliquait l'histoire, ils nous disaient mais Norsa de base, ça sonne plutôt bien, c'est facile à nous prononcer. C'est juste qu'en fait, on a besoin que vous nous parliez de l'histoire et de la création de votre nom, parce que sinon on ne comprend pas. Même avec l'univers visuel, les gens n'arrivaient pas à se projeter. Et même quand on parlait de notre histoire, c'était pas très cohérent, c'était assez bancal. Donc en fait, quand on voit 1989 avec l'univers visuel, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Ça parle naturellement aux gens, ils arrivent facilement à comprendre que l'univers en fait graphique et visuel, c'est la pop culture, c'est les années fin 80, début 90. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est sûr. Et puis après, avec Norsa, on sait pas. Peut-être que ça veut dire quelque chose dans une autre langue, ou et ça aussi c'est un point auquel il faut faire attention, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve un nom, il faut vraiment s'assurer qui veuille pas dire autre chose. Donc aller sur le dictionnaire, on va dire. De la culture urbaine, il y a dictionnaire de la zone.fr ou il y a expressio.fr, ou en gros, allez voir si en argot ou en traduction, votre nom veut pas dire quelque chose d'autre. Ça serait vraiment dommage que ça veuille dire un truc pas cool pour la marque. Vous aviez regardé si ça voulait dire quelque chose d'autre?
Ouais, en fait, j'avais pas regardé sur ce que tu viens d'évoquer, mais j'avais fait des recherches un petit peu. J'avais juste trouvé une société danoise qui faisait du transport, qui s'appelait comme ça. Mais a priori, ça voulait pas dire grand-chose. Mais oui, tu as totalement raison sur le fait de vérifier ça. Je sais que j'ai un exemple en tête. Alors, je sais plus exactement ce que ça voulait dire, mais par exemple, une grosse société comme Renault, le 4x4 Koleos qui avait sorti, et de souvenir, ça a fait un peu polémique parce qu'en grec, alors je sais pas si c'est en grec entre guillemets normal ou dans un dialecte particulier, ça voulait dire vagin. Donc tu te dis une société comme Renault qui sort un 4x4 à l'échelle mondiale et qui vérifie même pas cet aspect-là, c'est quand même donc clairement oui, c'est une vérification impérative quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, après, suite à la recherche et après avoir trouvé son nom, il y a aussi la question du nom de domaine, des réseaux sociaux. Comment vous avez fait de votre côté? Ouais, alors donc pour toute la partie nom de domaine, donc c'est vrai que 1989, si on cherche juste 1989, évidemment c'est assez limité, et donc du coup c'est pour ça qu'on a rajouté Brewing. Donc notamment par exemple pour le site, mais également pour les réseaux sociaux. Donc c'est simplement déjà pour l'associer à notre activité de base, donc qui est la bière évidemment, et pour affiner en fait les recherches. Si vous tapez 1989, soit vous allez avoir des articles Wikipédia sur l'année ou un album de Taylor Swift au choix. Donc voilà, c'était important, je pense, de faire ça et après de cibler des mots-clés qui étaient autour de ça. L'avantage, encore une fois, c'est que voilà, l'univers est assez spécifique, donc on reconnaît facilement, on se noie pas dans toute cette activité-là. Et ensuite, pour vraiment évoquer toute cette partie réseaux sociaux, je pense que ce qui était assez intéressant et important, c'était de trouver le ton qu'on voulait donner à notre communication. Donc un ton assez direct, qu'on voulait pas mettre de barrière entre nous et les personnes qui apprécient notre bien. On voulait être assez proche de ça. Donc un ton assez direct et surtout une certaine cohérence dans la communication. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait de façon stratégique, etc. C'est fait un petit peu au fur et à mesure. Mais dans les communications, trouver à chaque fois le même ton et de façon à ce que une personne, lorsque cette personne voit une de nos communications, reconnaisse le nom, l'univers visuel et également la façon dont on s'exprime et qu'on communique de par nos mots, quoi. Donc soit la structure du texte, le vocabulaire choisi. Et donc ça, c'est vraiment une cohérence qui se construit assez rapidement, mais que je pense que c'est pas non plus se bloquer dessus, mais c'est important de se concentrer là-dessus et de garder cette cohérence. Ok, ouais, donc c'est plutôt cohérent, donc c'est bien à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faut pas aller dans le sens inverse aussi. Il faut pas d'abord commencer à chercher un nom en commençant par ce qui est réservé ou non sur Internet. C'est vraiment pas la bonne stratégie. Et peut-être que des gens peuvent commencer comme ça et se dire bon, on va voir déjà ce qui est dispo. Non, c'est pas comme ça que ça marche parce qu'on peut toujours ajouter un préfixe, un suffixe ou un autre mot. Par exemple, il y a Facebook qui ont commencé avec thefacebook.com. Bon, voilà, maintenant on sait ce que c'est devenu. Dropbox, c'était getdropbox.com. Donc bon, il peut y avoir plein de possibilités. Et puis maintenant, il y a aussi les suffixes des noms de domaine qui sont plus forcément que du .com. On peut avoir du .beer, du .wine, du .spirit. Donc ça laisse aussi pas mal de place et d'imagination à ce qu'on peut créer. Mais du coup, vous avez une bonne cohérence aussi digitale sur le nom, donc c'est top. En ce qui concerne les messages, la rédaction des textes sur votre site, description produit, etc., qui s'en est chargé? C'est nous deux, en fait. Bien sûr, en collaboration avec Claude Thibault, mais c'est vrai qu'on s'occupe plutôt de la partie, on va dire, entre guillemets, marketing tous les deux. Donc, on appelle ça tous les deux. Et vraiment, la méthode, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu, on essayait de partir de mots-clés et ensuite essayer, entre guillemets, d'intégrer ceux qui vont nous lire et qui vont s'intéresser à la marque dans notre histoire. Encore une fois, sans paraître pompeux ou en étant assez simple, en s'adressant directement à eux et en ayant un discours fluide qui explique simplement ce qui se passe, tout en étant assez immersif et assez régressif.
On voulait aussi que, en fait, quand n'importe quelle personne lise soit un post ou une description, qu'on s'adresse directement à lui. Donc, on emploie beaucoup la première personne. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir s'il fallait ou pas le faire. Et on a choisi de le faire. Comme ça, bah oui, on s'adresse directement à la personne. On pense du coup que c'est plus facile de l'intégrer dans l'univers ou les posts qu'on essaie de mettre en place. Ouais. Pour que ça fasse facilement écho à chacun. Ouais, je pense que vous êtes directement dans une niche qui se prête à ça en fait. On est un peu au tutoiement et on est un peu une génération qui a l'approche un peu plus facile. Si vous aviez fait du vin, peut-être que vous auriez pas tutoyé les gens dans les posts ou même sur votre site web. Ouais, c'est sûr. Là, pour la bière craft, les gens vont pas le prendre mal ou je pense pas qu'il va y avoir de soucis là-dessus. Clairement. Et pour vos noms de produits, du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous leur avez donné un nom spécifique? L'univers 1989, comme tu le disais au début, il faut en fait que le nom de la marque puisse être, assez facilement. On peut facilement en fait jouer sur les mots en faisant écho à 1989, à l'univers, etc. Donc on s'est dit c'est bien parce que ça offre une palette assez large. Pour la première bière qu'on a sortie, qui est la Easy Pale Ale, on avait un petit peu de mal à trouver un nom. On s'est dit, en fait, pour la première, c'est pas nécessaire forcément de trouver un nom et des jeux de mots qui partent dans tous les sens. On va rester assez simple. On va juste sortir une bière du style de la bière qui s'appelle une Easy Pale Ale. Ça parlera facilement à tout le monde. On est nouveau sur le marché. Au moins, les gens savent à quoi s'attendre. On est en train d'en préparer d'autres qui vont arriver très incessamment sous peu, à la rentrée prochaine. Là, par contre, on se permet vraiment de jouer complètement sur l'univers pop culture années 90. Ouais. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que ça offre justement une possibilité assez infinie. Et vraiment, ce qu'on a testé, en fait, c'est que pour la première, on avait juste le nom du style, mais en fait, on a vu que l'univers et un petit peu le ton qu'on donnait, ça plaisait tellement et les personnes s'identifiaient tellement facilement à ça que ça nous a permis de confirmer qu'on pouvait y aller à fond, entre guillemets. Et donc, au-delà du nom de la marque, de aussi aller sur le nom des produits sur ce domaine-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que vous allez peut-être vous heurter à des problèmes de droit sur certains noms parce que forcément, on a envie de parler de plein de choses que tout le monde a connues et comme par exemple mon quiz au début du podcast où on parle du Club Dorothée, des minicums, etc. Bon, ça parle à tout le monde, mais ça, vous allez pas pouvoir l'utiliser pour des noms de canettes. Donc après, il va falloir arriver à rester bankable en termes de noms. Est-ce que vous avez des petites idées là des prochains ou c'est top secret? Oui, complètement. Je pense qu'on peut le dire de toute façon. En fait, la prochaine bière qu'on va sortir, ça va s'appeler la Power IPA. Ouais. Et en fait, pourquoi Power? Parce qu'on va rappeler dans le nom et l'univers graphique de cette canette et dans le style, l'univers des Power Rangers. Ouais, j'ai pensé à ça. Par exemple, tu penses à ça, mais je pense pas qu'on puisse, par exemple, nous attaquer sur le fait que ce soit trop proche des Power Rangers en utilisant juste le terme Power devant IPA. Ouais, je pense que ça passe. C'est assez subtil, ouais. Ouais, oui, de toute façon, le mot Power, il est vraiment utilisé partout, donc à mon avis, il n'y a pas de souci. Après, je sais pas si. Est-ce que vous avez un avocat qui pourrait éventuellement regarder là-dessus? Vous êtes peut-être suivi par. On s'est fait aider au moins pour le nom de la marque, avec une avocate qui était spécialisée dans le domaine. On lui a pas demandé nécessairement de savoir si ça pouvait le faire avec le nom Power IPA, mais par contre c'est une bonne question, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, c'est bien, vous avez un nom qui permet une bonne flexibilité. Et, nous, on appelle ça le verbal branding, le fait de pouvoir créer plein de jeux de mots, plein d'opportunités créatives pour les noms de slogans, de produits, de codes promo, de hashtags, de salons. Même des fois, c'est intéressant de créer des noms d'intitulés de postes. Donc de job, de métier, ça donne plus confiance aux gens, ils se prennent un petit peu moins au sérieux et du coup c'est bien pour la culture de la société ou de la marque. Mais là c'est top, la Power IPA c'est cool et je pense que vous avez eu une bonne approche sur
fait d'avoir appelé votre première bière la Hazy Pale Ale, parce que votre nom est tellement parle tellement aux gens. Il suffit limite à lui-même. Donc pour une première bière, je trouve que c'était bien de faire simple. Et des fois, faire simple, c'est faire mieux. Donc c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Donc c'est parfait. Ouais, je pense que c'était une bonne façon de faire. Vous avez quelque chose de très percutant en termes de nom, et puis quelque chose de très simple en termes de produit. Donc au final, le mix des deux est bien qualitatif, je trouve. Enfin, après, c'est mon opinion, mais on va pas te dire qu'on n'est pas d'accord. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, vous disiez tout à l'heure votre manière de procéder avec des moodboards, etc. D'une manière générale, ce que je pourrais conseiller, c'est déjà pour moi d'éviter d'être enfermé dans une salle avec un tableau blanc face à nous et faire un brainstorming comme ça. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on faisait à l'époque, peut-être il y a 10 ou 20 ans. Mais maintenant qu'il y a Internet, je trouve que c'est beaucoup plus facile et créatif d'aller sur Internet plutôt que d'être devant une feuille blanche et à côté d'un, deux, trois ou 10 collègues et de devoir compromiser à chaque fois tel mot. Parce qu'au final, un compromis... j'ai jamais été fan de compromis, mais je trouve que ça se sent quand les choses sont trouvées avec un compromis. Et au final, quand on est seul devant son ordinateur, j'ai expliqué ma manière en fait. En soi, j'écris 12 mots, des mots clés en relation avec l'idée de la structure, ce de quoi on parle ou ce qu'on vend. Et à partir de ces 12 mots, je prends un dictionnaire de synonymes et j'en trouve plus. Donc, je prends chacun des mots, je les mets dans un dictionnaire de synonymes et puis je crée encore d'autres mots qui peuvent comme ça développer tout le champ lexical. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé, je sais pas, peut-être 20 ou 30 mots-clés différents, on peut aller tous les taper sur Google Images pour essayer de mettre une image sur ces mots-là. Et Google Images, ça foisonne d'idées créatives. Enfin, on peut taper, je sais pas, froid ou bière ou n'importe quel mot qu'on pourrait trouver, ou 1989. On va arriver sur énormément d'images potentielles qui pourraient devenir un concept plus tard. Et ensuite, on peut encore extrapoler tout ça avec, par exemple, les titres de livres sur Amazon. On peut trouver de l'inspiration dans les titres. Donc, vous pouvez taper les mots-clés trouvés sur Amazon dans les livres, la section livres, pour voir ce que ça peut donner. On peut faire la même chose sur Spotify pour les titres de musique. Et puis, quand on parlait d'émotion tout à l'heure pour faire vendre, la musique, c'est l'émotion à l'état brut. Hein, donc au final, se rapprocher d'un titre ou de certaines paroles de musique, ça peut être une idée aussi pour trouver un nom évocateur et émotionnel. Donc voilà. Et puis après, peut-être plus pour les slogans, vous pouvez aussi aller sur des dictionnaires. C'est pas des dictionnaires, mais c'est des sites internet qui vont trouver des syllabes, des noms qui ont les mêmes syllabes, pour trouver des rimes en fait. En fait, tout ça va permettre vraiment de développer son naming, son processus de naming pour arriver à un résultat assez cool. Et à la fin, vraiment garder un listing de 12 noms, pas en garder un ou deux, pas tomber amoureux tout de suite d'un seul nom. Parce que s'il n'est pas disponible au moment où vous essayez de le déposer, là vous allez être vraiment frustré. Donc essayez d'avoir une liste assez vaste, de vainqueurs pour ensuite pas être déçu une fois qu'on peut déposer le nom, quoi. Et en fait, voilà, on ne peut quand même pas te cacher qu'au début, on a commencé par faire quelques petits brainstorms. Ouais. Mais en fait, on s'est vite dirigé vers la description que tu donnais, c'est-à-dire qu'on couchait des mots-clés, les mots-clés qui nous ressemblaient. Et après, quand on était un petit peu bloqué, on allait trouver des synonymes à tous ces mots-clés. Mm-hmm. Et on associait des images, des définitions, et surtout la définition qu'on donnait de ces mots-clés-là. Parce que en travaillant après avec des graphistes, on voulait qu'ils comprennent vraiment
les mots-clés et la signification qu'on voulait leur donner. Donc, on notait la définition qu'on donnait, nous, de ces mots-clés-là, pour ensuite, après, essayer de shortlister des choses qui nous conviennent et pour qu'on, après, derrière, on accouche à cet univers-là et au nom de la marque. Ok. Ouais, donc au final, vous étiez pas si loin de tout ça et vous l'avez fait à votre sauce et puis vous êtes fait aider, bien sûr, mais en tout cas, ouais, le résultat est assez cool, bien percutant et typique dans la veine de ce podcast un peu rétro moderne. Donc ouais, c'était bien dans l'esprit. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur ce côté-là, sur la stratégie de com en termes de texte, de messages et de noms? Non, clairement, on a vraiment fait le tour. Et encore une fois, je pense que en résonance un petit peu avec ce qu'on se disait sur la fin, pas hésiter à tester un petit peu les idées qu'on a. Nous, à chaque fois qu'on avait des idées, soit pour le nom ou l'univers graphique, on l'envoyait à plein d'amis, contacts, pour tout simplement en fait qu'ils nous donnent leur retour. Et ça permet souvent de valider et certaines personnes vont penser à des choses auxquelles nous on va pas penser. Évidemment, on est trois, on est tous les trois dans la même directive. Donc vraiment, moi, si je peux donner un conseil sur ce domaine-là, c'est vraiment de tester, et ça s'applique également à la bière, hein, vraiment, et même encore au-delà de la bière, à tous les produits. Il faut vraiment pas hésiter à tester sur le marché auprès de clients, consommateurs, parce que ça ira 20 fois plus vite que si on reste derrière son bureau à tester plein d'idées pendant 2 ans et développer plein d'auto-brainstorming. Le plus efficace, ça reste systématiquement de se confronter au marché. Ouais, le tester et directement voir en fonction de votre cible. Donc vous, votre cible, du coup, c'est 20-35 dans l'idée ou 25-35 ? Oui, c'est exactement. Ok. Ouais, je pense que ça va être compliqué de faire différent, non, pour la craft beer. Ça restera plus ou moins cette cible-là, non ? Oui, après on verra comment on évoluera d'ici 10 ans. Hein, mais oui, clairement, je pense que là c'est très cohérent, ça fonctionne très bien. Et dans tous les cas, on n'est pas du genre à se bloquer sur une idée. Donc, en fonction des évolutions, je pense que on évoluera main dans la main, autant avec les personnes qui s'intéressent à nous et puis le marché en général, quoi. Ok, ça marche. Du coup, avant de finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce que vous êtes distribué et puis peut-être vos coordonnées, réseaux sociaux, etc. Pour la distribution, en fait, on est en train de construire un réseau de professionnels, que ce soit des cavistes, des épiceries fines sur Paris. Donc, on a déjà pas mal de points de vente. Okay. Mais après, si vous voulez, vous pouvez donc sur le site internet, donc 1989bruit.com. On a construit, grâce à l'autre Thibaut, qu'on n'a pas assez cité, une super carte interactive où justement, vous pouvez trouver tous les points de vente. Voilà. Mais c'est vrai que dans maintenant pas mal de cavistes bières spécialisés sur Paris, vous pouvez nous trouver. Et après, sinon, vous êtes toujours les bienvenus pour venir nous parler, nous demander sur Facebook ou sur Instagram. Donc, comme on l'a dit, 1989 Brewing. Et on sera super content de vous répondre. Merci à vous deux pour ces belles paroles. Avant de finir ce podcast, on va faire notre petit cri de ralliement. Ouais. Super Potion! Merci de nous avoir suivis tout au long de Super Potion, l'émission consacrée aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Si vous souhaitez en savoir plus sur le naming et les méthodes énoncées pendant le podcast, vous pouvez consulter le blog de l'agence, rubrique Conseil en com. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour vous tenir régulièrement informé des tendances dans votre domaine. Vous pouvez également suivre Black Sound sur tous les réseaux sociaux. Une mention spéciale à Instagram sur lequel je me suis créé un petit challenge sur l'année 2020 qui consiste à réaliser un design de canette par jour, soit 366 au total pour cette année. Si vous souhaitez vous aussi faire partie de nos précieux guests, n'hésitez pas à me contacter directement par mail à contact@blacksoundsdesign.com ou via le site web du studio. C'était Ludovic Mornan à l'antenne. À la prochaine. Ciao, ciao!